Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2020. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite ardemment à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune, qui est le True Crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Brenda Powell est née en 1969 aux États-Unis, dans la ville de Salem, dans l'État de l'Ohio. Elle a terminé ses études secondaires dans sa ville natale, puis a poursuivi ses études à l'université d'Akron. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé en tant que pédiatre dans le service d'oncologie pédiatrique d'un des hôpitaux de la ville d'Akron. Elle a consacré 28 ans de sa vie à cet établissement médical, aidant les enfants malades et leurs familles à surmonter les difficultés. Elle était responsable de la prise en charge des patients hospitalisés. Sa personnalité calme et tranquille, ainsi que sa gentillesse incroyable envers les patients et leurs parents étaient très appréciés. Tout en travaillant dans cet hôpital, Brenda a fondé un programme complet de traitement des enfants atteints de cancer. Ce programme comprenait des activités pour les familles, où Brenda misait sur chaque victoire du petit patient dans sa lutte contre la maladie aussi insignifiante que cela puisse paraître. La psychologie jouait un rôle important dans le processus, en formant une attitude positive, tant pour les enfants que pour leurs proches. Brenda était une excellente psychologue et savait résoudre tous les problèmes. Sa gentillesse et son amour du travail lui ont permis de nouer des relations très proches avec certains collègues et des personnes qui ont réussi à vaincre le cancer. En novembre 1996, âgée de 27 ans, Brenda a épousé Stephen Powell et a pris son nom de famille. Ils ont vécu ensemble une vie conjugale heureuse pendant 23 ans, au cours desquels 2 enfants sont nés, Sydney, une fille, et Andrew, un garçon. Depuis son enfance, Sydney aimait le sport, pratiquait le football depuis le jour où elle a appris à marcher. C'était plus qu'une passion. Elle consacrait tout son temps libre à l'entraînement jusqu'à sa dernière année de l'école secondaire. Sa mère assistait à chaque match de sa fille, l'encourageant depuis les tribunes. On parlait de Stephen et de Brenda comme de parents idéaux. Les enfants étaient la chose la plus importante pour eux. La mère et le père leur consacraient le même temps et étaient toujours présents. Ils avaient beaucoup de règles familiales, comme regarder le football ensemble chaque dimanche, ce qui unissait et renforçait toute la famille. La famille allait souvent à la plage et à Disneyland. Lorsque Sydney a grandi, elle a commencé à passer plus de temps avec sa mère pendant que son père regardait le football avec son fils, Andrew. Sydney et Brenda allaient faire du shopping ensemble et sont devenus encore plus proches qu'avant. La jeune fille était une excellente élève dans les dernières années de l'école. Cela lui a permis de réussir ses examens et d'entrer à l'université Mount Union et même obtenir une bourse partielle pour payer ses études. Elle s'est liée d'amitié avec la communauté féminine des étudiantes lorsqu'elle vivait sur le campus universitaire. Elle était surtout très proche de sa meilleure amie Lauren. Elles étaient amies depuis l'école secondaire. Malgré le fait qu'elle consacrait tout son temps à ses études, Sydney trouvait toujours le temps de se divertir et de se reposer. Elle assistait à des fêtes sur le campus avec ses amis et participait à divers événements. Elle était sociable et ouverte. Cependant, ses études ne se sont pas déroulées comme prévu. 1 an après le début de ses études, Sydney a rencontré des problèmes académiques. Selon sa voisine, tout semblait normal au cours de sa première année. Elle réussissait bien, les professeurs la félicitaient, elle était l'une des meilleures de sa promotion. Pendant les vacances d'été, Sydney travaillait pour ne pas s'ennuyer et gagner de l'argent de poche. Mais quelque chose s'est passé au 2e semestre, et Sydney a dit à son amie qu'elle prévoyait de quitter le campus. Au début, sa voisine ne comprenait pas ce changement soudain, mais elle a ensuite découvert que Sydney avait des problèmes académiques. Sa moyenne est passée de 3,8 à 2,2. Elle a également remarqué une autre étrangeté. Sydney dormait littéralement toute la journée, environ 16 heures par jour. À cause de cela, Sydney a été contrainte de prendre un congé académique pour rattraper son retard. La voisine de Sydney pensait qu'elle s'en sortirait, car elle était intelligente, studieuse et excellait dans ses études auparavant. Mais finalement, Sydney n'a pas réussi. Elle a échoué à 3 examens sur 4. Comme les règles étaient strictes, elle a reçu une notification d'exclusion de l'université.
Ce fut un choc pour tous. Sydney était très bouleversé par cette situation et se plaignait à ses amis. Cependant, on lui a permis de présenter une nouvelle demande d'admission à l'université, mais juste après la fin du semestre de printemps. Au début de l'année 2020, Sydney a repris ses études. Elle assistait aux cours et aux réunions de la communauté féminine de l'université. Elle disait à tous ses amis qu'elle s'était rétablie à l'université et que tout allait bien pour elle. Cependant, début février, l'étudiante a reçu une notification lui demandant de quitter définitivement le campus. Elle a finalement été renvoyée. Ses amis lui ont proposé leur aide pour le déménagement et l'emballage de ses affaires. Ses amis voulaient informer ses parents de ses problèmes pour qu'ils l'aident à faire ses bagages. Cependant, Sydney a assuré à ses amis et à la direction de l'université que sa famille était au courant de tout et qu'il n'était pas nécessaire de les informer. Mais c'était un mensonge, car la jeune fille craignait que ses parents n'apprennent son renvoi. Pendant tout ce temps, elle assurait à sa mère et à son père qu'elle avait de bonnes notes, qu'elle réussissait bien ses études et qu'elle recevait la bourse. Ses parents la croyaient et ne doutaient pas que tout allait bien pour leur fille. Après avoir été expulsée du campus, Sydney est partie, mais elle n'est jamais rentrée chez elle jusqu'à la fin de février. Elle logeait chez des amis dans différents hôtels et payait en espèces pour qu'il soit impossible de retracer ses déplacements et de découvrir sa véritable situation à l'université. Elle travaillait pour gagner sa vie, mais cela ne suffisait pas. Sydney cherchait constamment de nouvelles façons de gagner de l'argent sur Internet, mais n'a jamais réussi à trouver un emploi à temps plein pour subvenir à ses besoins. Elle continuait à séjourner dans des hôtels ou chez des amis, craignant de rentrer chez elle. Elle économisait surtout, ne mangeait pas à sa faim. Finalement, elle a décidé de rentrer chez elle, en disant que le campus était fermé pour rénovation, donc elle vivrait chez ses parents pendant ses études et se rendrait à l'université depuis chez elle. La maison de la jeune fille était juste à côté, à 45 minutes de l'université. Les parents l'ont à nouveau cru et étaient convaincus que tout était vrai. Sydney continuait de mentir à sa mère en disant que tout allait bien pour elle. Cependant, Brenda a remarqué certaines bizarreries dans le comportement de sa fille. Elle a découvert que Sydney restait de plus en plus souvent à la maison au lieu d'assister aux cours. Cela suscitait de plus en plus de soupçons, car cela ne s'était pas produit pendant la première année. Cela a été découvert grâce au fait que toute la famille Powell utilisait l'application Life 360. Cette application permet de suivre la position du téléphone portable sur une carte. Elle est destinée à la sécurité, afin que tous les membres de la famille sachent toujours où se trouvent les autres. Le 25 février 2020, Brenda a vérifié via cette application et a remarqué que Sydney avait passé toute la journée à la maison. Elle n'était pas sortie, bien que ce fût un jour de semaine ordinaire, un mardi, que sa fille aurait dû passer à l'université. La mère s'est inquiétée que quelque chose n'allait pas. Elle a essayé de demander à sa fille ce qui se passait. Cependant, Sydney a de nouveau commencé à mentir, affirmant qu'elle avait une semaine de congé à l'université en raison du départ d'un professeur. Elle a dit que tous les étudiants avaient reçu des devoirs qu'ils pouvaient faire chez eux à la maison, mais Brenda a commencé à soupçonner la tromperie. Elle a écrit à sa fille que ces histoires semblaient invraisemblables et lui a rappelé qu'elle avait besoin de bonnes notes pour conserver sa bourse et obtenir son diplôme avec distinction. Brenda lui a aussi dit qu'elle devait conserver sa bourse, car les études à l'université coûtent beaucoup d'argent. Cependant, l'étudiante expulsée a de nouveau assuré sa mère que tout allait bien pour elle et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Mais l'écheveau de mensonges continuait à se resserrer de plus en plus. Le 2 mars, Sydney a de nouveau écrit à sa mère. Elle a dit qu'elle irait à l'école et reviendrait à 14h30. Cependant, elle est allée chez une amie et a regardé la télévision avec elle. La jeune fille a continué à mentir sur sa situation à l'université. Pendant cette période, les parents ont remarqué une autre bizarrerie. Leur fille ne recevait plus de bourse financière. Le paiement de ses études était géré par son père. Il s'est connecté au portail de paiement pour ajouter des fonds. Cependant, Steven n'a pas pu effectuer la transaction car il avait perdu l'accès, sans comprendre pourquoi. Au début, il a pensé qu'il y avait eu une sorte de dysfonctionnement technique et a décidé d'attendre. En se connectant le 3 mars, alors qu'il était au travail dans une usine métallurgique, Steven a constaté que le problème persistait. Il a alors demandé à sa fille ce qui se passait.
Sydney lui a dit de ne pas s'inquiéter, elle allait tout découvrir et résoudre le problème. Mais le père ne pouvait plus attendre. Les délais étaient serrés et il fallait payer les frais de scolarité au plus vite. Il a donc décidé de ne pas attendre sa fille et a lui-même appelé l'université pour régler la situation. Les employés de l'université ont vérifié et ont déclaré que Sydney ne figurait pas sur la liste des étudiants, donc l'accès était fermé. L'homme ne pouvait pas croire cela et a pensé qu'il y avait une erreur. Il a demandé à vérifier les informations et de l'autre côté du fil, on lui a dit que tout était correct, Sydney avait été renvoyé. Cependant, les employés de l'université ont refusé de donner la date du renvoi, invoquant des informations confidentielles. Le père a alors utilisé l'application Live 360 pour savoir où se trouvait Sydney. Elle aurait dû être en cours, mais il s'est avéré qu'elle était à la maison pendant que son père était au travail. À ce moment-là, Steven a compris ce qui se passait. Le puzzle s'est assemblé. Il a réalisé qu'elle avait été renvoyée, et c'est pourquoi le système ne lui permettait pas de payer. Le père voulait rentrer chez lui et parler à sa fille, mais il craignait qu'elle ne suive ses déplacements et ne s'échappe. L'homme a donc laissé son téléphone au travail et est rentré chez lui. Avant cela, il a appelé Sydney et a essayé de tout comprendre, mais elle a de nouveau évité de répondre. Le père a réussi à surprendre sa fille à la maison. Il a eu une conversation sérieuse avec elle. Lors de cette conversation, Sydney lui a avoué que les choses allaient mal à l'université. Elle ne s'en sortait pas et dans l'ensemble, elle n'aimait pas cette université. La jeune fille a encore menti, ne révélant jamais qu'elle avait été renvoyée depuis longtemps. Elle a simplement dit qu'elle ne se rendait pas en cours. Steven était bouleversé par cette situation. Il considérait sa fille comme capable et pleine de potentiel. Il était convaincu qu'elle avait un grand avenir si elle ne se contentait pas de sécher les cours. Le père voulait tout raconter à Brenda pour trouver une solution ensemble. Steven a alors proposé à sa fille de prendre un congé académique et de travailler pendant l'été pour économiser de l'argent pour le prochain semestre et poursuivre ses études. Sa fille a accepté. Après cela, l'homme est retourné au travail. Il n'a rien laissé paraître et n'a jamais dit à sa fille à quel point cette situation le bouleversait. En chemin, Steven a contacté sa femme et lui a dit que leur fille avait des problèmes à l'université. La femme avait déjà deviné, mais ne voulait pas croire aux évidences jusqu'au bout. Lors de la conversation, le père était très bouleversé et ne savait pas quoi faire. Mais Brenda l'a calmé. Grâce à sa vaste expérience en travail psychologique, elle savait bien comment influencer les gens et voulait appliquer ses connaissances dans la pratique avec sa fille. Elle a assuré à Steven qu'elle allait demander une permission au travail pour rentrer à la maison et parler calmement à Sydney de tout, de manière à ce que tout se passe le plus confortablement possible pour tous et qu'ils prennent ensemble la bonne décision. Après cela, la mère de l'étudiante a appelé l'université de sa fille, mais n'a pas réussi à les joindre. Elle est tombée sur la messagerie vocale et a laissé un message demandant de la rappeler. Pendant ce temps, elle s'est dirigée vers sa maison. Dès que Brenda est arrivée sur l'allée, elle en a informé son mari et est entrée dans la maison. Les employés de cette université, nommés Michelle et John, ont reçu le message de Brenda. Ils ont rappelé la femme vers 12h36. Elle a répondu à l'appel et a parlé très calmement au téléphone avec les deux employés. En arrière-plan, tout était calme, jusqu'à ce que Brenda crie soudainement dans le combiné. Après quoi, environ 6 à 7 coups sourds se sont fait entendre les uns après les autres que Michelle et John ont écouté via le haut-parleur. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé, mais soupçonnaient quelque chose de mauvais. Michelle et John étaient préoccupés par ce qui s'était passé. Ils ont essayé de rappeler Brenda, mais elle ne répondait plus. Après plusieurs tentatives, à 12h40, quelqu'un a finalement répondu à l'appel. C'était une voix féminine, mais différente. La plante s'est présentée comme Brenda, mais le changement de voix a été immédiatement remarqué. C'était évident. En arrière-plan, il y avait un silence absolu. Michelle et John ont immédiatement reconnu la voix de Sydney et ont demandé à parler à sa mère, après quoi Sydney a raccroché. Ce qui s'est passé a beaucoup inquiété Michelle et John. Cela semblait trop suspect. C'est pourquoi ils ont contacté la police locale pour qu'elle vérifie. L'agent des forces de l'ordre Kenneth qui a pris l'appel. Il était un ami de la famille Powell. C'est pourquoi il n'a pas ignoré cet appel alarmant et s'est beaucoup inquiété. Il a personnellement appelé Steven et lui a demandé ce qui se passait chez eux, à quoi Steven n'a pas pu répondre car il ne savait pas. Il n'était pas à la maison.
Après avoir réfléchi, Steven a dit que Sydney et Brenda devaient être à la maison à ce moment-là et qu'elles devaient discuter des problèmes d'études. Steven a soupçonné qu'il y avait eu un conflit entre sa femme et sa fille, mais il ne pouvait pas imaginer ce qui s'était réellement passé dans leur maison familiale. Steven a alors quitté son lieu de travail pour se rendre à la maison. En chemin, il a appelé sa fille et lui a demandé ce qui s'était passé. Sydney a assuré que tout allait bien. Mais lorsque le père a dit qu'il y avait la police en route vers leur maison, la jeune fille a immédiatement commencé à paniquer. Elle a commencé à pleurer et a dit qu'un cambrioleur était entré dans la maison et les avait attaqués. Et puis l'appel a été brusquement interrompu. Pendant ce temps, la police était déjà arrivée à la maison. Les officiers sont entrés dans la maison des Powell et Sydney est immédiatement sortie à leur rencontre. Elle était couverte de sang, criait et pleurait. La jeune fille a immédiatement raconté aux policiers une histoire incroyable selon laquelle un cambrioleur était entré dans la maison et avait attaqué sa mère. Peu de temps avant l'incident, elle a entendu le bruit de verre brisé. Brenda a immédiatement dit à sa fille de courir et sa fille a obéi. Elle s'est retrouvée dans la cour intérieure, s'est cachée là-bas et écoutait attentivement. Comme tout était calme, elle a décidé de revenir et de regarder. Elle a alors trouvé sa mère dans une mare de sang. Elle a essayé de l'aider et s'est ainsi salie elle-même. Dans la maison, les policiers ont découvert Brenda, blessée, allongée sur le dos. Elle se battait à peine pour sa vie. À côté se trouvait une poêle en fonte ensanglantée et un couteau de cuisine. Il y avait du verre brisé, mais à ce stade, les agents des forces de l'ordre ont commencé à douter des paroles de Sydney. En fait, tout était couvert de sang, y compris Sydney elle-même. Il y avait trop de sang sur elle. Son histoire de cambrioleur n'était pas du tout convaincante. Les ambulanciers, arrivés sur les lieux, ont chargé la victime dans l'ambulance en mode d'urgence et se sont dirigés vers l'hôpital. La femme a été emmenée en réanimation. Les médecins se sont battus pour sa vie, mais peu de temps après son arrivée, Brenda Powell, âgée de 50 ans, est décédée des blessures subies. Sydney a également été examinée par des médecins, mais aucune blessure grave n'a été trouvée sur son corps. On lui a donné un sédatif, ses coupures ont été bandées et elle a été renvoyée chez elle. Le collège des médecins légistes, qui a examiné le corps de la défunte, a été choqué par la brutalité de l'attaque. Brenda avait reçu un coup très fort à l'arrière de la tête, ce qui a fait que son cuir chevelu s'est détaché de son crâne. Ce n'était pas le seul coup à la tête et au visage. En plus de cela, la victime a été littéralement mutilée, poignardée et coupée, dont le nombre variait de 23 à 30 selon les estimations. La plupart d'entre eux étaient sur son cou. La femme avait de nombreux bleus et coupures sur les bras, ce qui indiquait une tentative de défense. Même une analyse superficielle de la situation a permis aux policiers de comprendre que l'histoire de Sydney était un mensonge. Elle était couverte de sang et avait elle-même de nombreuses coupures sur les bras, mais beaucoup plus petites que celles de sa mère biologique. Du sang a été trouvé sur la fenêtre brisée, ce qui signifie qu'elle a été brisée après le meurtre. C'était une évidence de mise en scène de cambriolage. Rien n'a été volé dans la maison. Le comportement de Sydney a également soulevé de nombreuses questions. Pourquoi, quand elle est sortie de la maison sur les conseils de sa mère, n'a-t-elle pas couru chez les voisins pour appeler le 911 ? Pourquoi est-elle simplement restée là à attendre dans la cour ? Comment n'a-t-elle pas eu peur de revenir dans la maison par la suite ? Aucun des voisins n'a vu de cambrioleur sortir de la maison. Le sang sur son corps a été vérifié, et il s'est avéré qu'il appartenait à la victime, y compris les traces sur la fenêtre brisée. Les policiers ont immédiatement envoyé l'arme du crime, le couteau et la poêle, pour expertise. Le sang de la victime était également sur ces objets. Aucune autre empreinte digitale ou ADN n'a été trouvée sur les lieux du crime. Les policiers pensaient que la jeune fille s'était coupée en donnant des coups de couteau à sa mère. Compte tenu de toutes les circonstances, Sydney Powell a été immédiatement emmenée au poste de police pour interrogatoire. Après que l'hystérie de la jeune fille se soit calmée, elle s'est simplement mise en position fétale et a refusé de répondre à toutes les questions des policiers. À ce moment-là, les policiers chargés de l'enquête sur l'attaque contre Brenda ont appris la chronologie des événements récents liés à l'université. Ils ont découvert que Sydney avait été renvoyée il y a 1 mois. Elle avait menti à sa famille tout ce temps, errant chez des amis et dans des hôtels. La jeune fille avait tellement peur de décevoir tout le monde qu'elle mentait non seulement à ses parents, mais aussi à ses amis d'école et à tout le monde.
Les enquêteurs ont supposé qu'elle avait tellement peur de révéler la vérité qu'elle avait décidé de tuer sa mère lorsque celle-ci commençait à se douter de quelque chose pour éviter qu'elle ne découvre la vérité et ne soit déçue. Mais la jeune fille continuait de se taire. Sidney Powell, âgée de 19 ans, a été arrêtée. Elle a été inculpée du meurtre de sa mère. Elle était également accusée de coups et blessures graves et de falsification de preuves dans une tentative de brouiller les pistes. Mais elle ne pouvait ni avouer ni nier sa culpabilité en raison de problèmes mentaux. Son avocat insistait sur son irresponsabilité pénale. Il s'est avéré que la suspecte avait de graves problèmes de santé mentale depuis l'enfance. Au moment du crime, elle aurait pu avoir une crise, son état s'étant aggravé, et la jeune fille aurait pu ne pas être consciente de ses actes. Au cours de sa vie, Sidney avait lutté contre de nombreux troubles qui auraient pu la conduire à un crime sanglant. C'est pourquoi la suspecte a été envoyée pour expertise psychiatrique. Les psychiatres ont réussi à faire parler Sidney. Selon la jeune fille, elle se souvenait mal de ce jour-là, seulement un peu. Elle se souvenait d'être assise dans la cave et d'avoir peur de l'arrivée de ses parents après que son père ait appris ses problèmes scolaires. Ensuite, elle se souvenait que sa mère était venue et qu'elles avaient parlé. Sidney consolait sa mère et se justifiait pour son comportement. Elle voulait juste que Brenda parte et la laisse tranquille. Ensuite, la jeune fille a entendu le bruit du verre brisé et l'instant d'après, elle s'est penchée sur Brenda et l'a poignardée avec un couteau sur son cou. Elle ne se souvenait de rien d'autre des événements de ce jour fatal. Sidney a dit au médecin qu'elle souffrait d'hallucinations auditives depuis l'âge de 11 ans. La jeune fille était toujours très anxieuse, responsable et autocritique. Elle adhérait à des normes académiques excessivement élevées et vivait très mal même les petits échecs. Son anxiété atteignait parfois des niveaux tels qu'elle était incapable de se concentrer sur un test. Ainsi, certains tests psychiatriques ont dû être passés plusieurs fois. Après de longues analyses et des entretiens avec la suspecte, les psychiatres ont conclu qu'elle souffrait d'une forme aiguë de troubles de stress post-traumatique et schizophrénique, ainsi que de dépression. Sidney se plaignait de faire constamment des cauchemars impliquant sa mère. Les psychiatres ont conclu que Sidney était insensée et incapable de distinguer le bien du mal. Selon un autre médecin, son état s'était considérablement détérioré au moins 3 à 6 mois avant le crime. Elle a commencé à perdre le contact avec la réalité, a échoué aux examens, ce qui a finalement conduit à son renvoi. Son état a été aggravé par un degré très élevé d'autocritique. Elle refusait simplement de croire qu'elle avait échoué à l'université. La jeune fille avait peur d'avouer à ses parents, donc elle a commencé à gagner du temps. Cependant, la vérité ne pouvait pas rester cachée éternellement. Quand elle est devenue évidente, la tension nerveuse de la jeune fille a atteint son paroxysme. En conséquence, elle a subi une crise psychotique qui a conduit au meurtre de sa mère. Après son arrestation, une caution de 250 000 $ a été fixée pour Sidney. Plus tard, le montant a été augmenté à un demi-million. Finalement, l'un de ses proches a payé la caution, après quoi la jeune fille a déménagé chez sa grand-mère en attendant le début du procès. Parallèlement, elle a suivi un traitement pour ses problèmes mentaux et s'est considérablement améliorée. Au moment du début de l'audience, la suspecte était enfin revenue à elle. Le 7 septembre 2023, le procès de Sidney Powell, âgée de 23 ans, a commencé. Au tribunal, des enregistrements des caméras de surveillance de la police au moment de leur arrivée ont été présentés, montrant Sidney désordonnée et ensanglantée, racontant aux agents une histoire sur un cambrioleur, mais il était évident que c'était un mensonge. L'accusation affirmait que la jeune fille avait asséné 2 puissants coups de poing sur la tête de Brenda. Cependant, elle était encore en vie. Alors Sidney a pris un grand couteau de cuisine et lui a infligé plusieurs dizaines de blessures. Elle a visé principalement le cou et la tête pour s'assurer de tuer sa mère. Cela a été considéré comme un meurtre intentionnel et conscient. Elle ne pouvait pas ne pas savoir ce qu'elle faisait, car elle avait tenté de mener l'acte à bien de manière tout à fait réfléchie. L'attaque, selon les experts, a duré environ 3 minutes et demie. C'était juste le temps entre les appels. La jeune fille aurait pu arrêter à tout moment, mais ne l'a pas fait. Après le meurtre, Sidney a également eu la lucidité de briser une fenêtre, ce qui était nécessaire pour simuler une attaque de cambrioleur. Probablement l'appel aux employés de l'université a été le point tournant.
La jeune fille savait que sa mère allait bientôt apprendre la vérité et, dans un état de psychose, elle l'a attaquée. Le début de l'attaque a été entendu par les employés de l'université qui avaient répondu à l'appel. Les camarades de classe et les amis de la jeune fille, qui ont témoigné au tribunal, ont déclaré qu'ils n'avaient pas remarqué de changement significatif dans son comportement avant le crime. Bien qu'elle ait été contrariée par son renvoi, elle était restée globalement joyeuse et sociable. La seule différence était qu'elle passait plus de temps seule et dormait beaucoup. La défense a convenu que Sidney avait tué sa mère, mais la défense a continué à soutenir l'irresponsabilité pénale de l'accusé. Cependant, malgré l'avis du psychiatre en chef, de nombreux experts remettaient en question le diagnostic de la criminelle. Néanmoins, tous étaient d'accord sur un point. Elle souffrait d'un trouble limite qui entraînait des sautes d'humeur brusques et une estime de soi très instable. Toutes les déclarations de l'accusée étaient fortement remises en question. Elle était déjà considérée comme menteuse. Les signes d'hallucination auditive se développent très rarement chez les filles avant l'âge de 13 ans. Sidney avait affirmé qu'elle avait consulté un psychiatre pour ses symptômes à l'âge de 11 ans. Mais aucune preuve confirmant les dires de l'accusé n'a été trouvée dans les dossiers médicaux. Pendant le procès, Sidney pleurait constamment. Elle reconnaissait toute la gravité de ce qui s'était passé. Il était évident qu'elle était vraiment repentante et qu'elle avait du mal à faire face à la perte d'un être cher. Parfois, l'accusée se comportait de manière inadéquate, parfois elle riait, parfois elle se bouchait les oreilles avec les mains. Le 18 septembre 2023, le verdict a été prononcé et les jurés se sont retirés pour délibérer. Cette étape a duré 2 jours, après quoi Sidney Powell a été reconnu coupable de toutes les accusations. Après ces mots, Sidney a éclaté en sanglots. Elle ne pouvait pas croire une telle décision sévère. Une semaine avant le verdict, une énorme quantité de lettres de plusieurs personnes a été reçue au tribunal. Toutes ces personnes ont demandé d'atténuer la peine de l'accusé. Son père était également parmi ces personnes. En conséquence, Sidney Powell a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. La jeune fille était mécontente du verdict avec ses avocats. Elle a l'intention de faire appel et de contester la décision du tribunal. Mes chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À la prochaine.